À la limite de l'ouest de l'Amérique du Sud, entre le désert le plus sèche de la Terre, la plus grande forêt tropicale et la deuxième plus haute chaîne de montagnes, lay un empire incroyable du nom des Incas. Avec une ingénierie incroyable et une planification rigoureuse, ils ont réussi à construire l'un des empires les plus inhabituels. C'était le plus grand empire des Amériques précolombiennes. Ils n'avaient ni monnaie, ni langue écrite, et c'était l'un des seuls empires à s'étendre vers l'eau plutôt qu'à travers. Dans cette vidéo, nous explorerons comment les Incas ont pris le pouvoir et comment ils ont dominé leur région. Au début des années 1500, il y avait un empire connu sous le nom de Tawantinsuyu, or the Land of the Four Quarters, qui faisait environ 2 millions de kilomètres carrés et traversait la côte ouest de l'Amérique du Sud. Cet empire a traversé plusieurs pays modernes tels que la Colombie, l'Équateur, le Pérou, la Bolivie, le Chili et aussi des parties d'Argentine. Avec une population de 10 millions de personnes, ils ont adopté une variété de langues. Les Incas étaient pour la plupart isolés du reste du monde, donc ils n'avaient pas beaucoup de technologies modernes, telles que la roue ou même des animaux porteurs. Même s'ils étaient des experts en or, en argent et en bronze, ils n'avaient pas encore découvert l'acier et le fer, ce qui les désavantage énormément par rapport aux étrangers. Même si l'Empire parlait diverses langues, ils n'avaient pas de langue écrite, ce qui signifie qu'ils transmettent l'information oralement ou par un système unique de nœuds appelé quipu. Après que les Espagnols se soient établis dans la région de l'Inca, la capacité de lire le quipu s'est estompée avec la plupart de leur histoire. Par conséquent, la majorité de l'histoire que nous connaissons provient des traditions orales ou des historiens espagnols. Dans cet esprit, jetons un coup d'œil aux origines de l'Empire Inca. De l'année 300 avant Jésus-Christ à l'année 900 avant Jésus-Christ, dans l'ancien Pérou, 3 grandes civilisations sont nées. Ces 3 civilisations ont domestiqué les lamas et les alpagas comme principaux animaux de voyage. Aussi, ils ont utilisé le sol pour cultiver plusieurs nourritures telles que les pommes de terre, maïs, haricots, arachides, courges, quinoa, coca, ceviche et plusieurs d'autres. Tiwanaku, Wari et Chimu étaient les 3 civilisations qui ont émergé de la terre de l'ancien Pérou. Vers l'année 900 avant Jésus-Christ, ces civilisations démontraient déjà des techniques de construction spectaculaires en utilisant des pierres et des roches. Ils ont construit d'énormes structures telles que les autoroutes, des canaux et même une capitale appelée le temple de Kalasaya à Tiwanaku, qui a maintenu environ 50 000 personnes à une époque où Londres ne maintenait que 30 000 personnes. Alors que l'Empire Chimu atteint son apogée, le petit royaume de Cusco se développait et ils avaient finalement conquis les 3 autres civilisations pour former Tawantinsuyu, où nous connaissons comme l'Empire Inca. Pour comprendre d'où viennent les Incas, nous devrons d'abord examiner leur origine mythologique. L'histoire commence avec le dieu créateur nommé Viracocha, qui est le dieu que les Incas croient créer les cieux et la terre. Viracocha a été dit de venir sur 3 grottes. Dans l'une de ces grottes, Viracocha a enfanté 4 frères et 4 sœurs. Il devient d'être les fondateurs des Incas. Dans des autres grottes, Viracocha fit venir d'autres frères qui devaient être les fondateurs des autres clans Incas moins importants. L'un de ses frères a été nommé Ayar Manco et il portait un bâton d'or qui était capable de tester la fertilité de la terre. Manco a amené son peuple sur un type d'exode de voyage pour trouver la terre parfaite pour les Incas.
Une fois arrivé au pays de Cusco, Manco planta son bâton doré dans le sol, et le bâton s'enfonça parfaitement dans le sol, déclarant que le sol était incroyablement fertile. Les Incas y formèrent alors leur civilisation et Ayar Manco changea son nom à Manco Capac. C'est l'une des nombreuses origines des Incas, puisque les origines seraient souvent changées ou modifiées pour tenir compte des programmes politiques et ainsi de suite. Historiquement parlant, Manco Capac était probablement une personne réelle qui a dirigé les Incas au cours du IIIe siècle. On croit qu'il y avait 8 rois avant le premier roi connu de l'Inca, mais il n'y a pas de dossiers pour rendre compte d'eux. Donc, le premier roi de l'Inca est considéré comme leur 9e roi. Il s'appelle Cusi Yupanqui. Yupanqui était un général de l'armée, mais il n'était pas nécessairement le premier à accéder au trône. Son père était un roi aussi, mais son père et son frère ont été effrayés au loin après qu'un clan ennemi ait attaqué le royaume. C'est Yupanqui qui a mené une contre-attaque contre les ennemis qui a conduit les Incas à la victoire, et lui a aussi gagné la couronne, et il a ensuite changé son nom à Pachacuti, ce qui signifie celui qui bouleverse le monde. Ce qui se passe après cela peut également être interprété de plusieurs façons, mais les Incas croient qu'après Pachacuti était devenu roi, il a voyagé à une source d'eau à l'est de Cusco. On disait qu'un type de disque tombait du ciel au étang. Quand Pachacuti ramassa le disque, il vit une image de Viracocha, le créateur. Viracocha a dit à Pachacuti qu'il gagnera de nombreuses guerres. En moins de 10 ans, Pachacuti a considérablement étendu l'empire et est passé d'un petit royaume à un royaume qui est passé de l'actuelle Bolivie à l'Équateur. La façon dont Pachacuti a fait cela était en analysant la force militaire et la richesse d'un royaume ou d'un État. Puis il envoyait un messageur pour déclarer l'invitation à rejoindre les Incas. On leur promettait de garder leur position de dirigeants et on leur promettait d'immenses richesses tant qu'ils sont soumis pacifiquement. Ceux qui étaient d'accord enverront leur chef à Cusco, où on leur apprenait comment être des Incas parfaits. De là, ils seraient renvoyés dans leur royaume pour gouverner leur peuple d'un style Inca. Ceux qui n'étaient pas d'accord seraient souvent écrasés par l'incroyable force de l'armée multiculturelle de Pachacuti. Cusco a été réorganisé pour devenir Tahuantinsuyo en utilisant un système fédéraliste. Il a divisé l'empire en 4 quartiers ou Suyu qui avaient leur propre chef provincial, qui rendra compte directement au gouvernement central à Cusco. Des autoroutes ont été construites pour relier les 4 quartiers et les relier directement à Cusco. Ce qui a rendu les Incas si différents des Aztèques, c'est qu'ils ont essayé d'intégrer ce qu'ils ont conquis dans l'empire Inca. Au moment où le petit-fils de Pachacuti, Huayna Capac, était roi, il n'était presque plus rien de conquérir. Maintenant que nous avons discuté de leur accession au pouvoir, je pense qu'il est important de savoir comment ils ont pu maintenir leur pouvoir en tant que plus grand empire précolombien de l'histoire. L'une des principales raisons pour lesquelles l'empire Inca était si impressionnant est en raison du fait que la plupart de l'empire Inca était d'environ 3000 km au-dessus du niveau de la mer. Et ils s'entendaient à travers un plan incroyablement diversifié. L'empire Inca avait généralement des faibles précipitations, des températures basses et des sols minces.
Cela a causé l'agriculture de devenir assez difficile dans certaines régions. Pourtant, les Incas ont réussi à profiter de la diversité du paysage. Les Incas coupaient les flancs des montagnes et créaient des systèmes d'eau qui redirigeraient l'eau vers des zones spécifiques. En contrôlant le débit d'eau, ils ont également évité les inondations et les sécheresses. Ils le faisaient en plaçant de grands murs de pierre au long d'une montagne, puis ils placera du gravier pour rendre la pente plate. Ensuite, ils mettra du sable et ensuite du sol. Ils le faisaient en formant continuellement ce qui semble être des étapes du sol. Cela empêchera l'eau de couler le long de la colline et empêchera également le givrage, puisque le mur de pierre absorbait la chaleur du soleil et garderait le sol chaud toute la nuit. Même si seulement environ 2% de la terre totale était propice à l'agriculture, dans leur apogée au cours de l'année 1600, ils utilisaient environ 1 million d'hectares de terre qui faisaient l'Empire Inca une puissance dans le domaine d'agriculture. En plus de leur magnifique façon de créer des terres propices à l'agriculture, ils étaient maîtres de la taille et de la construction de la pierre. Ils utilisaient des coins en bois pour fondre les pierres. Puis ils lissent des pierres pour former des murs, des structures en forme de jigsaw qui sont pour la plupart incroyablement résistants et structurellement stables. Ce qui a rendu ces structures si impressionnantes, c'est qu'ils étaient créés ou construits sans utiliser des mortiers. Ils étaient tellement bien coupés au point qu'ils résistaient même les tremblements de terre. En ayant plusieurs hommes travaillant à la même ferme dans des zones spécifiques, les Incas ont pu produire des quantités décentes de nourriture et de matériel avec facilité. Comme différents États ont été affectés de manière unique par le temps, plusieurs entrepôts ont dû être construits pour stocker divers types d'aliments. Ces entrepôts étaient contrôlés par l'État. Les Incas sont rendus compte que puisqu'ils étaient beaucoup plus faciles de vivre en communauté, ils ont incorporé la communauté et la collaboration dans leur politique. Ceux qui n'étaient pas en mesure de travailler pour eux-mêmes étaient soignés par le gouvernement et leurs terres étaient travaillées pour eux. Puisque chaque personne devait contribuer à la société avec le travail humain, il n'y avait pas de marché. Chaque membre de l'Empire devait produire de la nourriture, des vêtements et des matériaux pour continuer à vivre dans l'Empire. Tous ces biens ont été envoyés directement au gouvernement et ils sont redistribués entièrement par le gouvernement. L'Empire Inca avait une façon différente de percevoir les impôts. Ils n'avaient pas de monnaie, donc ils ne payaient pas de taxes comme ça, et ils ne payaient pas de taxes avec des objets de valeur. Au lieu de cela, les Incas ont dû payer des impôts avec la main-d'œuvre humaine, par un système appelé mita, qui permettrait au gouvernement de déménager des Incas, peu importe le nombre d'Incas. En faisant cela, l'Empire Inca a été en mesure de compléter des projets massifs en rien de temps. Ils ont également été en mesure d'envoyer autant de soldats dont ils avaient besoin dans une certaine zone, aussi bien puisque la plupart des hommes à l'âge de 25 à 50 avaient l'expérience militaire. En plus de l'armée et de la construction, l'exploitation minière et la couture étaient également du travail que vous pouvez faire pour payer vos impôts. L'un des matériaux les plus importants pour les Incas était le tissu, qui provenait des alpagas et les lamas de la région. Le tissu était tout pour les Incas. C'était les vêtements, c'était les armures, des uniformes et bien plus encore. Par conséquent, chaque État de l'Empire devait produire une certaine quantité de tissu chaque année.
Le tissu qui a été produit sera stocké dans l'un des nombreux entrepôts, avec des armes et de la nourriture. Cela permettrait aux soldats de parcourir des longues distances sans avoir à porter d'armes, jusqu'à ce qu'ils arrivent aux entrepôts voisins. Pour relier tous ces entrepôts et relier toutes les villes, il fallut construire des grandes autoroutes. Les stations relais, appelées tambours, étaient éparpillées le long des autoroutes. Ces stations étaient stationnées par des coureurs ou des chasquis, qui étaient les coureurs les plus rapides de tout l'Empire Inca. Ils livreront des messages du quipo ou du marchandise d'un dabu à l'autre. Ce système permettra aux Incas de livrer des messages jusqu'à 392 km chaque jour, par rapport à l'Empire romain qui habituellement fera environ 320 km par jour avec des chevaux. En termes de croyances religieuses, les Incas étaient très francs de l'idée que le royaume des esprits et le royaume vivant sont interconnectés et que les morts pourraient affecter ce qui se passe dans le monde réel. Une façon inhabituelle qu'ils ont incorporé leurs croyances était par la momification des Incas. Ce qu'ils faisaient, c'était momifier des Incas connus ou des Incas importants, et ils les habillaient, ils les nourrissaient et s'en occupant. En retour, les Incas momifiés apporteront des terres fertiles, des quantités constantes d'eau, et ils protégeront leur famille. Ces Incas momifiés étaient appelés des Malquis. La religion Inca a centré sur un panthéon de dieux qui inclut Inti, un dieu créateur nommé Viracocha, et le dieu de la pluie. Des sanctuaires impressionnants ont été construits dans tout le royaume, y compris un énorme temple du soleil à Cusco, qui mesurait plus de 1200 pieds de circonférence. La religion de l'Inca était étroitement liée à la vie quotidienne de l'Inca, ainsi qu'à leur gouvernement. Ils croyaient que leur chef, le Sapa Inca, était une partie de Dieu lui-même. Les Incas croyaient que leurs dieux occuperont 3 royaumes différents. Le premier était le ciel, ou le Hanan Pacha. Deuxième était la terre intérieure, le Uku Pacha. Et le troisième était la terre extérieure, le Ki Pacha. Puisque les Incas étaient polythéistes, nous numérons quelques-uns des dieux en lesquels ils croyaient. Le premier est Inti. Inti était le plus important des dieux à l'Inca. Il était le dieu du soleil. L'empereur a été dit pour être un descendant d'Inti. Inti était marié à la déesse de la lune, Mama Kuya. Mama Kuya était la déesse de la lune. Elle était aussi la déesse du mariage et la défenseur des femmes. Mama Kuya était mariée à Inti, le dieu du soleil. L'Inca croyait que les éclipses lunaires se produisaient quand Mama Kuya était attaquée par un animal. Le troisième est Pachamama. Pachamama était la déesse de la terre ou mère terre. Elle était responsable de l'agriculture et de la moisson. Encore, on a Viracocha. Viracocha fut le premier dieu qui créait la terre, le ciel, les autres dieux et les humains. Et finalement, on a Supay. Supay était le dieu de la mort et dirigeant de l'enfer Inca appelé Lucapacha. L'Inca a construit beaucoup de beaux temples à leurs dieux. Le temple le plus important était le Coricancha, construit dans le cœur de la ville de Cusco, au dieu du soleil, Inti. Les murs et les planchers étaient couverts de feuilles d'or. Il y avait aussi des statues d'or et un énorme disque d'or qui représente Inti. Coricancha signifie temple d'or. L'Inca croyant fermement en une après-vie, ils ont pris grand soin dans l'embaumement et la momification des corps morts avant l'enterrement. Ils ont apporté des cadeaux aux morts qu'ils pensaient pouvoir utiliser dans l'au-delà. L'Inca se sentait si fortement dans l'au-delà
que quand un empereur est mort, leur corps a été momifié et laissé dans leur palais. Ils ont même gardé des serviteurs pour veiller sur l'empereur mort. Pour certaines fêtes, comme la fête des morts, les empereurs morts défilant dans les rues. L'Inca croyait que les cieux étaient divisés. Si une personne vivait une bonne vie, il vivrait dans une partie du ciel avec le soleil où il y avait beaucoup de nourriture et de boissons. S'il vivait une mauvaise vie, il devait vivre dans le monde souterrain où il faisait froid et il n'avait que des pierres à manger. Les huacas étaient des lieux ou des objets sacrés pour l'Inca. Un huaca peut être artificiel ou naturel, comme une roche, une statue, une grotte, une chute d'eau, une montagne ou même un cadavre. L'Inca priait et offrit des sacrifices à leurs huacas, croyant qu'ils étaient habités par des esprits qui pouvaient les aider. Les huacas les plus sacrés dans l'Empire Inca étaient les momies de l'empereur mort. Maintenant que nous avons discuté la base de la façon dont les Incas ont formé leur empire étonnant, parlons de la façon dont il a rencontré sa mort. Au moment où les Espagnols ont découvert l'empire Inca, il n'avait que 100 ans, ce qui signifie que l'empire n'avait pas encore été entièrement développé. Par conséquent, de nombreux Incas ont protesté et se sont révoltés contre le gouvernement Inca. Huayna Capac était le leader Inca qui a affronté le plus de révoltes de son vie. Pourtant, Huayna était bien connu pour une autre raison. Huayna Capac fut le premier empereur Inca à mourir de la variole ou le smallpox. Sa mort a déclenché une énorme guerre civile juste avant l'arrivée des Espagnols dans l'Empire. En 1628, Hernán Cortés retournait en Espagne après avoir vu d'incroyables richesses en provenance du Mexique. Après que le roi a été informé de ces richesses, Francisco Pizarro a voulu également impressionner le roi avec des richesses. Donc, il a parlé avec le roi et il a présenté l'idée d'envahir les Incas. En 1529, le 29 juillet, le roi a accepté et a donné à Pizarro une licence royale pour envahir et conquérir la terre péruvienne. De retour dans l'Empire Inca, le rapport d'une maladie mortelle appelée le variole ou le smallpox est venu inonder, malheureusement y compris Huayna Capac. Environ 90% de l'Empire succombera à la maladie. Le mort de Huayna Capac a mené à ses deux fils à se battre pour l'Empire. Les guerres civiles commenceront et beaucoup mourront. Mais finalement, le fils de Huayna, Atahualpa, gagna contre son frère, puisque même s'ils ne possédaient pas trop de terres, il possédait l'armée et la légion de son père, qui lui donnera un énorme avantage. En 1532, l'armée d'Atahualpa réussit finalement à vaincre son frère. Mais comme il était resté à bonne distance de la bataille principale, le message de sa victoire ne lui arrivait pas avant 5 jours. Alors qu'il attendait l'arrivée de sa déclaration de victoire, les généraux ont rapporté un groupe de 168 hommes étrangers qui montent des chevaux. Et ils causaient des ravages dans la région de Atahualpa. Atahualpa était curieux de voir qui étaient ces hommes. Donc, au lieu de tuer ces hommes, il a décidé de les rencontrer et de parler. Atahualpa a fait cela car il pensait qu'il n'avait aucun moyen qu'ils puissent pas gagner contre ils dans une bataille de toute façon. Ils étaient seulement 168 et Atahualpa avait une petite armée de 50 000 soldats qui venaient de vaincre son frère après 4 ans de guerre. Il se sentait tout à fait confiant, donc il a décidé de rencontrer les hommes étrangers, qui étaient les hommes de Pizarro, dans la place de Cajamarca. Atahualpa
entra dans la place, entouré de maisons, avec 6000 hommes, à peine armés, puisqu'il ne pensait pas que les étrangers allaient attaquer. Pizarro et ses hommes se cachèrent dans les maisons. Pizarro envoya un prêtre qui déclara la guerre si les Incas ne se rendaient pas à eux et n'acceptaient pas le christianisme. Atahualpa avait vu ces genres de personnes venir avant, alors il a balayé l'affaire. Le prêtre annonce alors le début de la bataille et les Espagnols tirant sur la plupart des soldats incas et prenant Atahualpa en otage. Atahualpa a vu que les Espagnols étaient attirés par leur or, alors Atahualpa a fait un marché avec ils. Il a dit que s'ils l'épargnaient, il lui donnerait tout leur argent. Ils ont accepté et Atahualpa a organisé un regroupement de tout l'or et ont fondu tout l'or en dingotes. L'or sont élevés à une valeur d'environ 1,3 million de pesos d'oro, ou environ 540 millions de dollars canadiens. Mais après tout ça, d'autres troupes arrivant encore à l'Empire Inca, indiquant à Atahualpa qu'il ne s'agissait pas seulement des pirates, c'était une force d'invasion. Pizarro avoue que Atahualpa avait survécu sans utilité et les Espagnols ont planifié de le tuer. Ils ont lui donné deux options, soit être brûlé ou soit de convertir au christianisme. Et comme il voulait que son corps soit bien préservé pour lui permettre de transférer sur la terre des morts, il se convertit, mais de toute façon, ils ont tué Atahualpa. Le prochain empereur a régné et a été nommé Manco Inca. Il était une marionnette Inca installée par les Espagnols pour lui permettre de contrôler l'Empire Inca. Beaucoup d'hommes espagnols se sont retrouvés riches de leurs rêves les plus fous. L'Espagnol a volé la terre, les femmes et les matériaux Inca. Quand Manco Inca a été nommé Sapa Inca, Pizarro est parti et a fondé ce qui est maintenant connu comme Lima, au Pérou. Manco Inca n'a eu aucun problème en tant qu'empereur jusqu'à qu'un des frères de Pizarro a kidnappé et violé sa femme. Manco comprit qu'une rébellion devrait être faite et il l'a faite. Manco a commencé à construire une petite armée qui attirant les Espagnols loin de leur plaque tournante pour les tuer. Ils ont réussi à tuer beaucoup d'hommes d'Espagnols à travers diverses stratégies de guerre. Les Incas savaient que leurs outils ne pouvaient pas vaincre les Espagnols à la main, puisqu'ils n'avaient pas de fer. Ils ont donc utilisé leur paysage à leur avantage et ont réussi à éliminer environ 200 soldats et 100 chevaux en les bombardant des rochers et pierres. Presque toutes les batailles ont été gagnées avec les stratégies de Quizo, l'un des plus grands généraux de l'histoire inca. Il a réussi à presque sortir les Espagnols, mais a échoué à une seule mission, la récupération de Lima. Pizarro et ses hommes étaient stationnés à Lima. La raison pour laquelle Quizo ne pouvait pas gagner contre eux était parce que Lima a été construite sur un paysage plat, donc les Incas n'avaient aucun avantage. Après plusieurs attaques sur Lima, Quizo a été tué par les Espagnols, et de là, les Incas ont perdu toute leur chance de gagner. Manco Inca n'avait d'autre choix que de se replier dans les forêts tropicales et de revenir occasionnellement se battre, mais à chaque attaque organisée par Manco, davantage des Espagnols arrivant, rendre impossible l'idée de récupérer l'Empire Inca. Même si l'Empire Inca avait presque disparu, il a été officiellement disparu en 1572, lorsque Tupac Amaru, le dernier empereur, a été capturé et exécuté. Et c'est l'histoire de l'Empire Inca. Merci.